Vidéo numéro 24. L'ennemi public numéro 2. Bonjour. Vous pensez peut-être avoir raté le numéro 1. Non, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace. C'est bien un ennemi public car toutes les guerres, quel que soit leur prétexte initial, ont pour objectif le contrôle de l'espace. C'est souvent le cas également pour les conflits interpersonnels qui ont pour origine une revendication territoriale, éventuellement au sens figuré. L'espace dont il est question aujourd'hui possède 3 dimensions. Mais depuis le tout début de la civilisation, il a été associé à la notion de nombre et de mesure des longueurs. Il est difficile de savoir à partir de quand ce concept a été associé à celui d'infini. Mais par exemple, on constate que la représentation des nombres, comme points sur une droite, a pu aider à concevoir la notion d'ordre, puis celle d'intervalle, fondamentale dans la construction rigoureuse et très tardive des nombres réels irrationnels, due à Richard Dedekind. Qui dit espace dit géométrie. On est parfois surpris de ce que les anciens avaient réussi à comprendre au niveau de la géométrie dans l'espace. À l'époque d'Archimède, les polyèdres ont été étudiés de façon intensive car on avait déjà compris l'importance des symétries et des rotations. Il semble que les anciens considéraient l'espace comme un absolu, même si Euclide avait jugé utile d'inventer l'axiomatique et ainsi de distinguer l'espace perçu de sa représentation abstraite. C'est avec l'invention par Descartes du repérage, fondement de la géométrie analytique, que devient possible l'introduction du rôle de l'observateur qui deviendra capital dans les théories physiques modernes. L'espace de la géométrie euclidienne est basé sur la comparaison des longueurs entre elles. En fixant un étalon de longueur, on peut définir la mesure d'un segment et donc la distance entre deux points. Mathématiquement, dans l'espace, tous les points sont équivalents. Mais avec la théorie physique de la relativité d'Einstein, se pose soudain la question de la pertinence de l'espace vide si aucune matière n'est présente pour permettre de réaliser des mesures de distance. C'est, au niveau de l'espace physique, un point de vue qui ressemble à la logique constructiviste ou intuitionniste en mathématiques. Avec l'apparition de la théorie du Big Bang et de la relativité générale, on ne sait plus où on en est avec l'espace. La notion de courbure de l'espace, au départ un artifice pour écrire de façon synthétique les formules de la relativité générale, rend impossible de se représenter les choses par des dessins. D'autant plus qu'on a mélangé l'espace à 3 dimensions, ennemi public numéro 2, avec son cousin, l'ennemi public numéro 1, ce tueur en série impénitent que nous appelons le temps, et dont il sera question dans la prochaine vidéo. L'espace-temps a 4 dimensions met tout le monde d'accord, car personne n'y comprend plus rien. La géométrie, cet art de raisonner juste sur des figures fausses, se réduit maintenant à appliquer des formules dont on interprète les résultats tant bien que mal, en ayant perdu le guide de la représentation spatiale synthétique qui permettait de repérer les absurdités d'un raisonnement faux au premier coup d'œil. Il est intéressant de noter que Nikola Tesla n'a jamais admis la notion de courbure de l'espace-temps, considérant cette approche comme tout simplement illogique. Il est vrai que du point de vue mathématique, la courbure d'un objet que nous avons nous-mêmes défini comme étant plat au départ semble une contorsion intellectuelle très étrange. Que dirait Descartes, l'inventeur des coordonnées ? C'est d'autant plus intéressant qu'Einstein était, tout comme Tesla, un intellectuel d'un pragmatisme extrême, allant jusqu'à considérer que ce qui n'est ni mesurable ni repérable n'a tout simplement pas d'existence en physique. On nous dit souvent, et je ne suis pas là pour trancher le débat sur la question, que le concept d'espace-temps comme variété différentielle ne nécessite pas de se poser la question de l'extérieur de l'univers, et permet même d'évacuer la problématique philosophique du bord. En effet, les mathématiciens ont, peut-être en partie grâce à la relativité, trouvé des formulations abstraites de la notion de variété ou hypersurface sans bord. Cercle en dimension 1, sphère et tore en dimension 2, objets analogues en dimension quelconque,
sans référence à un espace substrat de dimension supérieure où elle serait plongée. Cependant, le mathématicien Hassler-Whitney a établi, sous certaines hypothèses naturelles, que toute variété abstraite à n dimensions est plongeable dans un espace euclidien à 2n dimensions. Du point de vue physique, l'intérêt d'une telle construction reste limité si on n'arrive pas à donner un sens physique aux dimensions supplémentaires ainsi créées, d'autant plus que le substrat n'est évidemment pas unique du point de vue mathématique. Dans la vie courante, l'espace à 3 dimensions, avec sa structure euclidienne, est bien suffisant pour les calculs des ingénieurs. La grosse question est de savoir si la connaissance de la totalité de l'univers, objet non défini, mais qui représente le Graal pour certains théoriciens, est réellement importante pour comprendre le présent et anticiper le futur proche. Je laisse la question ouverte, car je n'ai évidemment aucune idée de la réponse.